avec un sentiment de gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui. En cette journée nationale qui vous est dédiée, le 20 avril est désormais une date ancrée dans notre calendrier national. Un moment privilégié pour reconnaître, célébrer et renforcer les liens indéfectibles qui unissent Haïti à ses enfants dispersés à travers le monde. Votre présence au-delà de nos frontières est une force vive pour notre nation. Vous êtes nos ambassadeurs culturels, les porteurs de notre histoire et de notre résilience. Par votre travail acharné, votre ingéniosité et votre amour pour votre patrie, vous contribuez de manière significative et rayonnante au rayonnement d'Haïti sur la scène internationale. À travers vos transferts de fonds, vous contribuez énormément à l'économie nationale. Ils constituent, vos transferts, une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles haïtiennes. Vous soutenez avec vos transferts l'éducation, la santé et le bien-être de beaucoup de nos communautés. Votre engagement dans des projets de développement, vos initiatives entrepreneuriales et votre expertise sont des atouts précieux pour la reconstruction et le progrès de notre pays. Nous sommes conscients des défis auxquels vous confrontez dans certains de vos pays d'accueil. Loin de la terre natale, vous maintenez vivant la flamme de l'identité haïtienne, transmettant à vos enfants la richesse de notre culture, notre langue et nos traditions. Votre capacité à vous intégrer tout en préservant votre héritage est une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, plus que jamais, les Haïtiens vivant à l'étranger sont indispensables au redressement de la barque nationale. Les moments difficiles que nous traversons exigent l'unité, la solidarité et l'engagement de tous nos enfants. Votre voix compte, votre expertise est nécessaire et votre soutien est indispensable pour bâtir un avenir meilleur pour nous tous haïtiens. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est pleinement engagé à renforcer les liens avec vous. Nous travaillons à mettre en place des politiques et des initiatives qui facilitent votre participation au développement d'Haïti, que ce soit par l'investissement, le transfert de compétences, l'engagement civique et la participation aux affaires politiques du pays, plus précisément le vote. Nous entendons vos préoccupations et nous nous efforçons de créer un environnement propice à une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique. En cette journée nationale de la diaspora, je tiens à vous exprimer la fierté de toute une nation. Vous êtes une partie intégrante de notre identité, une richesse inestimable pour notre avenir. Que cette journée soit l'occasion de renouveler notre engagement commun envers une Haïti plus forte, plus prospère et surtout plus unie. Qui tout d'ailleurs, qui tout en nous toutes, c'est Haïtiens. Vive la diaspora, vive Haïti. Merci beaucoup. C'est avec une profonde considération et un enthousiasme manifeste que j'ai l'insigne honneur de vous accueillir en ce jour solennel, consacré à la 14e édition de la Journée nationale de la diaspora. Convergence d'idées et de volontés autour de thématiques d'une acuité singulière,
diaspora et gouvernance, une participation effective et inclusive. Ce thème résonne comme un appel impérieux à une nouvelle dynamique institutionnelle visant l'intégration substantielle et pérenne de la diaspora haïtienne dans les processus délibératifs et décisionnels qui façonnent la gouvernance nationale. À vous, chers compatriotes de la diaspora, piliers indéfectibles de notre édifice national, je tiens à exprimer ma plus haute considération. Vous constituez, au-delà des frontières géographiques, l'incarnation d'une Haïti résiliente et visionnaire. Votre contribution, tant sur le plan financier que sur le plan intellectuel et moral, a toujours représenté un levier fondamental pour le développement multidimensionnel de notre nation. L'heure est venue pour que votre magistère d'influence s'exerce pleinement dans l'élaboration des politiques publiques au même titre que celui des citoyens résidant sur le territoire national. De la conjoncture actuelle, caractérisée par une multiplicité de défis structurels, notamment l'insécurité endémique, les crises institutionnelles récurrentes et la précarité économique persistante qui entravent le bien-être collectif, il s'avère impératif de refonder notre gouvernance sur les principes cardinaux d'inclusion, de transparence et de participation citoyenne élargie. La feuille de route élaborée par le gouvernement de transition, sous l'égide de son Excellence le ministre Alix Didier Fils-Aimé, le Premier ministre, avec l'appui substantiel du Conseil présidentiel de transition, met en exergue l'organisation d'un référendum constitutionnel et de consultation électorale majeure. Ces échéances cruciales pour l'avenir de notre pays, de notre République, se doivent d'intégrer pleinement la diaspora en tant qu'acteurs électoraux légitimes, dotés de prérogatives inaliénables. Au sein du MAV, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, nous nous engageons solennellement à institutionnaliser des mécanismes garantissant une participation universelle, transparente, sécurisée, quel que soit votre lieu de résidence. Cette 14e édition de la Journée nationale de la diaspora transcende le cadre d'une simple commémoration protocolaire. Elle constitue une plateforme de réflexion stratégique et d'action concertée. C'est de cette optique que nous avons orchestré des panels thématiques, des conférences-débats, réunissant des experts pluridisciplinaires internationaux afin d'élaborer collectivement une méthodologie rigoureuse visant à faciliter votre pleine implication dans les mécanismes de gouvernance. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un modèle de gouvernance qui respecte égalité de droit et devoir des citoyens, quel que soit côté yoye, que ce soit Port-au-Prince, Saint-Domingue, États-Unis, Canada, Brésil ou bien Chili. Nous ne sommes pas capables de présenter un dialogue sur reconstruction nation sans participation totale, toute petite Lio, toute petite terre Haïti, et spécialement frères Sénoyo qui constituent la diaspora. C'est une obligation pour voir le même poids et valeur dans toute décision majeure qui engage la destination. Parce qu'ils représentent un pilier fondamental du développement économique, social et culturel du pays, nous, Haïti chéri nous. Sans eux, vision nous pour Haïti renouvelée pas capable d'ignorer la réalité. C'est ensemble, sans exclusion, nous sommes capables de réaliser une transformation historique que tout peuple haïtien attend avec un peu d'espoir. En ce jour solennel, je m'adresse à vous non seulement en ma qualité de ministre, mais également en tant que citoyenne, profondément attachée à cette terre qui forge notre identité commune. J'ai la conviction inébranlable que c'est de la synergie entre Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur que réside la clé de notre redressement national. Par cette union sacrée, nous pourrions défier, nous pourrons édifier les fondements d'une nation régénérée, équitable et fraternelle. Chers compatriotes, votre place est indéniablement au cœur de notre architecture institutionnelle. Votre voix constitue un impératif catégorique dans le concert national.
Votre engagement représente une condition sine qua non de notre renaissance collective. Édifions ensemble une gouvernance à l'image de nos aspirations communes qui reflètent la richesse de notre diversité et la grandeur de nos ambitions partagées. Hommage, chapeau à tout le monde dans la diaspora. Vive la diaspora haïtienne dans sa diversité et son unité. Vive la République d'Haïti, une et indivisible. Merci. Le pape est parti pendant que l'Église célébrait et célèbre encore, car c'est l'octave de Pâques, la plus grande solennité du calendrier liturgique. La fête de Pâques, la fête des fêtes, l'événement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'événement qui ouvre les tombeaux, qui ouvre le paradis aux invités des noces de l'agneau. L'Église salue donc dans l'espérance de la résurrection, en cette année de jubilé, le départ de ce pasteur visible, communicatif, simple, ferme dans ses convictions, mais combien aimable, affectueux et compatissant. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio, devenu évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, s'est donné le nom de François en mémoire de Saint François d'Assise, qui avait épousé Dame Pauvreté. Pasteur venu des périphéries, François est le premier pontife romain originaire des Amériques et le premier jésuite à accéder au trône de Pierre. Ordonné prêtre en 1969, il a exercé son ministère de prêtre et d'archevêque dans l'humilité et le dévouement jusqu'à son élection en mars 2013, succédant à Benoît XVI. Son parcours, enraciné dans les réalités les plus modestes, a façonné une papauté tournée vers les périphéries, tant géographiques qu'existentielles. Le pape François peut être considéré comme un réformateur au service de la miséricorde. Il a insufflé un vent de renouveau dans l'Église qu'il voulait une Église en sortie, proche des pauvres, des migrants et des marginalisés. Il a dénoncé avec force les injustices sociales, les abus de pouvoir et les atteintes à la dignité humaine. Son encyclique Laudato Si a marqué un tournant dans l'engagement de l'Église pour la sauvegarde de la création, appelant à une écologie intégrale. Il a également œuvré pour une Église plus synodale, favorisant le dialogue et la participation de tous les fidèles à la mission d'annoncer l'Évangile. Le pape François a été un artisan infatigable de paix. Il a joué un rôle clé dans le rétablissement des relations diplomatiques entre certains États. Il a multiplié les gestes de fraternité envers les autres. confessions chrétiennes et les autres religions.
son appel à la fraternité universelle, exprimé dans l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, demeure un phare pour notre humanité en quête d'unité. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de mémoire et de gratitude, la parole de Dieu éclaire le mystère de cette vie donnée. Dans les Actes des Apôtres, Pierre proclame avec force que Jésus-Christ est le seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Cette affirmation radicale ne repose pas sur l'exclusion, mais sur la plénitude. Car en Jésus-Christ se révèle la tendresse du Père, la puissance de l'Esprit, la vérité de l'homme. Dans l'évangile selon Saint Jean, nous voyons les disciples reprendre leur vie habituelle, leur vie normale après l'événement du Golgotha, sans la présence du Maître. Mais cette normalité devient vite stérile. En effet, ils pêchent toute la nuit sans rien prendre. Ils sont fatigués, découragés. Un peu à l'image de tant de nos communautés, de tant de nos vies. Un peu à l'image d'une église parfois fatiguée, qui rame dans la nuit de l'histoire, dans la mer agitée du monde, sans prise. Une église qui se sent parfois impuissante face aux multiples défis de la société. Une église tentée de retourner en arrière. Mais voici que sur le rivage, quelqu'un se tient. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il attend. Il dit simplement: les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Quelle délicatesse, quelle tendresse. Le ressuscité ne s'impose jamais. Dieu ne s'impose jamais. Il se propose, mon Dieu, par force et monde. Il se laisse reconnaître dans la pauvreté d'une voix, dans la chaleur d'un feu, dans la simplicité d'un repas partagé. Et c'est Jean, le disciple bien-aimé, qui comprend le mystère. C'est le Seigneur, dit-il à ses compagnons. L'Église, chers frères et sœurs, doit être comme l'apôtre Jean. Une Église contemplative. Une Église qui prie. Une Église qui écoute, qui perçoit les signes du ressuscité dans les petits gestes du quotidien, comme l'a voulu le pape François, l'un serviteur du Seigneur. Une Église qui, même fatiguée, garde un cœur amoureux, capable de reconnaître son Seigneur dans les moments inattendus. Jean contemple. Pierre, lui, se jette à l'eau. Il n'attend pas. Il court vers Jésus. Il est encore blessé par son reniement, mais il court. Voilà l'image du disciple missionnaire. Voilà l'image du pasteur. Il ne calcule pas. Il ne se regarde pas lui-même. Il se jette à l'eau pour rejoindre le Christ. Et il le rejoint aussi dans les autres. Nous ne pouvons ne pas penser en ce moment au pape François, qui, même fragilisé par la maladie,
continuait à se lever tôt pour la prière, qui continuait à recevoir les gens, à écrire, à être un homme de décision et un pasteur proche du troupeau. Le jour de Pâques, le pape François a tenu à saluer le peuple rassemblé sur la place Saint-Pierre. Il a béni les enfants, il a pris les enfants dans ses bras. Il a même donné la bénédiction Obi et Obi. autorités civiles et militaires, honorables membres du corps diplomatique et consulaire et des organisations internationales accréditées en Haïti, distingués invités, frères et sœurs en Christ. En ce moment si particulier, empreint d'émotion et de recueillement, je tiens à vous adresser au nom de l'Annonciature apostolique en Haïti les plus sincères remerciements pour votre présence à cette messe, célébrée en mémoire de notre regretté Saint-Père, le Pape François, rappelé à Dieu le lundi, le 21 avril, et dont les obsèques auront lieu demain, suivi de son inhumation à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Votre participation fréquente à cette célébration, vos prières profondes, vos gestes de communion témoignent non seulement de votre affection pour le souverain pontife, mais aussi de l'unité spirituelle qui lie le peuple de Dieu en Haïti aux successeurs de Pierre. Monseigneur le Président, je vous suis profondément reconnaissant pour la présidence de cette Eucharistie, pour les paroles d'espérance et de foi
que vous avez bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Votre présence honore cette célébration et exprime la fidélité, ainsi que la communion de la conférence épiscopale haïtienne à l'Église universelle. Ma pensée va également à vous, membres du Conseil présidentiel de transition, ainsi qu'aux membres du gouvernement, pour votre participation à cette messe. Votre présence constitue un symbole fort d'unité et de reconnaissance envers un nom de Dieu qui a toujours manifesté une attention particulière, constante et profondément louable pour notre cher Haïti. Le Saint-Père n'a cessé d'élever la voix en faveur de la paix, de la sécurité, de la dignité et de la solidarité envers ce peuple. En cette période de deuil, mais aussi d'espérance, votre engagement à honorer sa mémoire parmi la communauté de fidèles représente une preuve de respect, de communion combien appréciée, qui nous touche profondément. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique et consulaire, recevez l'expression de ma sincère gratitude au nom de l'annonciature apostolique et en ma qualité de chargé d'affaires. Votre présence est un témoignage éloquent de respect, de solidarité et d'attachement aux valeurs de paix, de fraternité et de dialogue que le Saint-Père n'a cessé de promouvoir tout au long de son pontificat. Votre geste manifeste l'estime portée à sa personne, ainsi que votre reconnaissance envers l'Église catholique, acteur de paix et de communion envers le peuple. Permettez-moi de remercier du fond du cœur la paroisse Saint-Pierre-Pétionville, notamment son curé, le révérend Père Chancy, ainsi que vous, les membres de la chorale, et toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à la belle et digne célébration de cette messe pour le pape François. Votre engagement, votre ferveur et votre sens du service ont permis de rendre un hommage à la hauteur de la grandeur spirituelle et humaine de celui qui fut le serviteur des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses grâces pour tout le bien que vous avez semé en cette occasion. Chers frères et sœurs, le pape François nous a laissé un précieux héritage spirituel, un engagement sans relâche en faveur des plus vulnérables, une voix prophétique pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création. Il était et demeure un pasteur proche, un témoin fidèle de la miséricorde de Dieu. Puisse cette Eucharistie raviver en chacun de nous le désir de vivre pleinement notre foi, de marcher dans la lumière du ressuscité et de servir l'Évangile avec courage et espérance. Chers tous, encore une fois, merci infiniment. Votre présence nombreuse, votre recueillement et vos prières ont été le reflet vivant de cette profonde foi profonde qui habite le peuple haïtien. Vous avez réaffirmé votre attachement à l'Église universelle et à son message d'espérance. Que le Seigneur vous comble de sa paix et que Marie, Mère de l'Église, nous accompagne sur le chemin de la fidélité. Et que le pape François repose dans la paix du Seigneur. Et Marc-Diou, merci en pied.
de concert avec tous les partenaires, ils organisent pour que nous ayons un nouveau local, que nous rentrons là-dedans depuis 31 mars. Et nous sommes dans la cérémonie, le président CPTA, le président CPTA, le Premier ministre, et le Premier ministre Fizemé, et CG, et le commissaire gouvernement pour l'instant, et France Moncler, et doyen tribunal de première instance. Donc tout officiel était là. Donc nous, local là pour meubler. Donc il y a 2-3 chaises en dedans avec quelques bureaux. Donc nous tapons le matériel, tant que c'est testé qui tapent dans la Donc je dis là, et c'est avec une grande satisfaction que nous recevons le matériel que le gouvernement a envoyé, que Primature a envoyé, et de concert avec NUT, donc qui témoignait de volonté gouvernement pour que lui redorer blason et justice là en Haïti. Nous recevons là, et selon les factures que nous avons, nous avons 3 chaises en cuir, que nous recevons, et sûrement c'est 2 chaises pour le bureau. Nous gagnons 8 autres chaises encore que nous recevons, et ça fait 11. Nous gagnons 3 et nous gagnons 6, 6, 9, 12, 15. Nous gagnons 15 et casiers pour mettre les documents. Nous gagnons l'autre casier encore qui vient pour mettre des documents et pour mettre son casier qui est spécialisé pour mettre des documents sensibles. Nous avons 8 autres chaises encore que nous avons là. Et puis il y a 30 chaises pour visiteurs. Et il y a aussi dit que nous avons plusieurs bureaux là. Donc c'est des bureaux démontables que nous allons monter au talent. Ok, nous avons 6 bureaux là. Donc je pense que avec nouveau matériel que nous recevons, et acteurs et judiciaires, personnel là, donc il y a fait travail plus bien parce que qu'on y a en plus de local là que nous avons depuis le 31 mars et 2025 et espace là qu'on y a l'immeublé donc justiciable et moi-même comme substitut commissaire du gouvernement et tout l'autre magistrat en général, tout le personnel et de soutien, il y a un travail bien. Nous remercions le gouvernement pour l'effort qu'il fait et ça témoigne, j'aime dire encore, ça témoigne de volonté pour redorer blason et justice là. Parce que Jean dit, la justice élève une nation, mais le péché c'est la honte des peuples. Donc avec climatisation, c'est en cours. Avec l'électricité en cours. Donc c'est au fur et à mesure que le local là lui-même a fini réaménager complètement et que ouais ça tout parce que nous connaissons qu'ils sont habitués de local là. Leur vini non petit temps qui part trop long ou constater changement. Tout ça en cours parce que on est pas qu'à fonctionner sans que pas gagner correctionnel, sans pas assise, on travaille sur détention préventive prolongée qui c'est au cancer ici. Donc tout ça c'est en cours et c'est le problème que nous adressons et que le ministère et le gouvernement conscient de réalité ça et une célérité et mettez pour que vous résout le problème ça dans les plus brefs délais.
Nous devons venir dans le parquet, nous devons assister à Alain Auguste qui était convoqué dans le parquet pour te répondre, pour te clarifier une question. Question qui s'allie. À un moment de la durée, c'était en 3 janvier 2025 et que tu as un appel qui a duré 36 secondes. Parce que Magali était relève et que lui retourner Magali appel là, ça a duré 36 secondes. Aussi simple que ça. Ils ont fait un paquet de tempête sous prétexte que le DCP Gilles Patalé, il n'a jamais joint aucune convocation. Et ce n'est que pas ou dit ça non, que lui apprendre que il était en convocation. Et à partir du moment que il connaît que il joint une invitation, et bien il rentre dans le paquet Martin pour lui répondre à toutes les questions du commissaire du gouvernement dans le cadre de l'appel. Et un directeur central police administrative, bureau est tout près avec le bureau directeur général de la police. Bureau est tout près avec le bureau inspecteur général en chef là. Vous comprenez? Ça a étonné lui que il va jamais recevoir une convocation de direction centrale de la police judiciaire et je ne dis à lui vous dit que il a mentionné dans le rapport, il a convoqué lui 3 fois, il n'est pas présenté. On dit que c'est faux, c'est archi faux et nous-mêmes qui c'est le groupe avocat qui défend l'inspecteur général là, depuis la première fois, il entendait rumeur qui était gagné sur convocation, il était même contacté l'autorité sous tête pour demander est-ce que une convocation pour lui, il pas à joindre. Par contre, monde qui j'aime voyer une convocation bali. Et me dire non bagaille. Manœuvre ça, il continuer lorsque l'inspecteur général Alain Auguste lui tendait que le commissaire du gouvernement voyait les 2 fois, il n'est pas présenté. Alors que je dis non ça encore, il ne va jamais recevoir convocation ça. Et c'est un journaliste qui gagne accès à la convocation ça, qui dit inspecteur général là, et pas me tendre, vous voyez l'eau ou pas jamais aller, il dit non, pas contre bagaille comme ça. Bizarrement, c'est journaliste ça qui fait nous joindre une copie invitation parquet de Port-au-Prince pour aujourd'hui. C'est vraiment bizarre. Du commissaire gouvernement Port-au-Prince, je réponds à l'invitation ça, c'est raison ça qui expliquait mon présent dans le paquet. Alors le jour d'arrêter Fan Victor, dans le cadre dossier pour Fan Victor et Magali habitant, on a été confirmé ou bien infirmé arrestation pour Fan Victor, on a été relé Joseph Charge alias Joe, et qui identifié numéro 47 65 56 76, c'est moi-même. Et maintenant, ça me dit la même chose. Le commissaire fait un témoin, il m'a demandé la peine. Ça dépend des commissaires, mais il fait un témoin, jeudi 24 avril là, m'a montré la peine, moi disposé, disponible pour la justice pays. On va parler des profanes dans le rapport. Il me dit pas la Joseph Chargeur, identifié numéro 47 65 56 76, c'est moi-même, mais c'est mon numéro à l'oublier. Donc, le commissaire de l'état des moyens, il est en des moyens aujourd'hui. Travail professionnellement, on a été relé Joseph Sargent. Effectivement, on a été confirmé ou bien infirmé l'arrestation. C'est proche profane, c'est sécurité, c'est chauffé. C'est juste une information, c'est un renseignement, le commissaire gouvernement lui-même l'a fait, on a pris ça, on a pas la Joseph Sargent, puisque nous avons un rapport, ça va faire une histoire de famille. On peut le cabinet, on voit un commissaire édifié. Et on va prendre la caméra. Merci beaucoup. Avril 2025, et brigade et canapé vert. Les nappes dit brigade canapé vert, nous connaissons depuis un bon bout de temps
et c'est policiers dans la zone avec les militaires, ils mettent tête ensemble avec la population pour faire face à terroristes qui viennent attaquer que nous disons combattants. Et nous toujours encourager le mariage de la population avec la police pour tuer les terroristes qui viennent attaquer. Et chaque fois, la population, la police, la force publique, tuer les bandits, bien sûr les terroristes, mais bien c'est la vie du paquet de monde qui est sauvé. Qui donc, mercredi 23 avril 2025, et brigade Canapé Vert qui était dans la tête des policiers avec des soldats dans la mer qui habitaient Canapé Vert, et puis il y a des gens dans la population qui étaient avec machette. Ils étaient allés dans la zone Paco pour bailler support à la population qui est dans la zone Paco, avec Christophe et PV, et particulièrement Brigadio. La police nationale a utilisé un peu un coup de DDO avec le commissariat Port-au-Prince. Pendant qu'on a utilisé, et puis on a rejoint le monde dans l'état-major de la police et dans le gouvernement qui a traité de gangs. Et ils ont attaqué les terroristes, et c'est comme ça, et il y a là-dedans qui prennent un guet-apens, côté qu'il y a un policier qui mourit avec des soldats dans la zone, et plusieurs blessés, il y a environ 5 personnes dans le canapé qui étaient morts. Au total, 5 personnes dans la population avec des soldats et puis un policier, et il y a quelques 3 victimes tout dans la zone Paco. Et comme la police n'a pas communiqué sur l'opération qu'elle a faite, et porte-parole de la police, par rapport à la connivence particulièrement, porte-parole adjoint Titi Napoa. Comment est l'organisation là? Titi Napoa? Lionel Lazare? Au Sinapoa, Lionel Lazare. Il pour relation avec le chef terroriste, il n'est pas capable d'information. L'homme dit d'information, c'est pas, ça va veut dire non sens. Côté qu'il était doué une conférence pour la presse chaque jour, chaque semaine, non, mais au moins développer relation avec la presse pour communiquer chiffres officiels sur l'opération de la police. Eh bien, nous dit, les gens qui sont victimes de la population, mais terroristes ont bien pile là-dedans qui étaient morts. Et tout d'abord, gagner une vingtaine pour Pipiti et qui mourit dans ces populations avec les policiers qui étaient dans la brigade qui tuaient. Et plus de une quarantaine blessés. Et on vient après, il y a des drones. Et dans la même jour, le mercredi 23 avril, il y a et drones fait 15 terroristes et plus une quinzaine de blessés. Au total, pour cette journée 23 avril, il y a 35 terroristes, pour publier 35 terroristes qui mourent et une cinquantaine blessés. Mais au pape Jean, dans des informations, ça au chiffre, ça au côté de la police. La police en défaillance, pas de communication et nous l'enseignons à chaque jour, nous faisons régulièrement beaucoup de direction générale de la police. Nous, porte-parole de la police, nous ne pas capoter par parole de la police. Selon qui ça qui fait la police par exemple communiquer chiffres terroristes? Moi expliquer, moi dire que porte-parole adjoint la police à Lionel Lazare, il y a une proximité avec le chef terroriste. Et par rapport avec connivence qu'il y a avec et vivre ensemble, il n'est pas porté parole là. D'ailleurs, et m'abdou que position Michel dans la police comme porte-parole, il crée une grosse frustration pour côté policier. Parce que les était dans l'organisation, dans la tête de l'organisation Sinapoa, il était
Sinapoa son organisation jaune qui toujours bon côté où état-major la police, qui bon côté direction générale de la police. Qui donc, un syndicat de la police, il fait pour la défendre policiers, mais pas défendre et où état-major, pas défendre direction de la police. Et nous sommes capables récemment, ça a 3 semaines, bientôt, et ça va gagner 3 semaines, il y a une attaque qui fait sous dans 15 corps, côté un policier qui mourit. Alors ça vient des semaines, et puis il y a le policier blessé. Dans moins que 24 heures, dans quelques heures, il va communiquer sur l'opération de la police. Dans quelques heures, il baille information pour dire que le policier a mouru avec sa blessure, c'est une femme qui a allé. Ça veut dire que le policier, le fait qu'elle a la femme, c'est une raison que les terroristes sont capables de tuer. Et malgré le fait ça, par exemple, une mesure qui prend, une décision qui prend pour côté au état-major de la police pour retirer lui. Et ça a créé une frustration pour côté policier. Les policiers mené opération, ils ont des résultats, arrêter les terroristes, tous les terroristes, et ils n'ont pas d'informations. Mais c'est même bagarre là tout, grand porte-parole et puis grand porte-parole adjoint, ils n'ont pas communiqué sur l'opération de la police. Autorité dans la chaîne pénale ou bien dans le gouvernement et a fait contre l'état-major de la police là, il révolte. Et il a caché des faiblesses, des incapacités et puis pour laguer toute responsabilité sous la police. C'est vrai, sous poser une question sur le bilan de la police à travail ou état-major ça qui là, bilan, il représente sa lière. Et où il y a des changements qui sont faits dans la police, des changements pas bien faits, il y a des gens qui ne sont pas bons, en même temps il y a des changements qui doivent faire, qui ne sont pas faits d'attendre. Nous avons un exemple dans le plateau central. Nous avons connaît pour qui ça nous millera jusqu'au moment qu'il n'a pas parlé là, qui ça dit comme contrainte. On dit on attaque faite sous mi-balai dans la nuit 30 pour le 31 mars 2025. Côté que avec facilité, terroristes sont rentrés dans la ville là. Et dans le moment qu'ils sont rentrés dans la mi-balai, il y a suffisamment de policiers dans le commissariat pour te faire résistance avec les terroristes par rapport à la quantité que tu as. Et le directeur départemental a décrié, policiers et contesté le leadership et il dit monsieur suspect dans ce qui passé dans mi-balai. Et 3 semaines après, il a toujours été comme directeur départemental. Si c'est contraint, directeur général là, il n'est pas qu'à changer, il faut le dire. Parce que nous connaissons tout et un problème et une bataille au niveau des CPTA, particulièrement si toi qui es impliqué dans le scandale corruption, toi braqueurs, toi mafia, vous voulez qui pour contrôle la police et vous voulez ces pions par chaque côté, même dans le commissariat, sous-commissariat et arriver sous DG, c'est eux-mêmes qui veulent mettre. Mais sous directeur général, où tu as gagné un contrat, si il a gagné un contrat. Et pour changer de directeur départemental, l'autre bagage, c'est à l'école. Mais en même temps, tout, nous constatons des documents importants. Documents les composés des premiers ministres, seule autorité qui est capable de faire commande pour la police, les premiers ministres. Directeur général de la police pas qu'à placer commande, équipement, blindé, ou bien sur les tanks, armes, munitions, c'est CSPN, Premier ministre. N'a pas rappelé. CPT ça, je dis à faire exactement 1 an. Jeudi, vendredi 25 avril et 2025, à faire 1 an depuis là. Équipement avec matériel, nous la police a joint pendant 1 an ça, c'est des équipements matériels qui étaient commandés sous le gouvernement Ariel. C'est seulement le lundi 31 mars 2025 que premier commande gouvernement ça a fait pour la police. Qui donc, l'heure où dit où la police a équipement côté eux. Et puis tout, là n'a pas de sécurité, c'est chaîne pénale là.
Ministre justice c'est lui-même qui a tout paquet qui est tout commissaire gouvernement. Tout commissaire gouvernement dans plusieurs juridictions dans le pays qui a fait des ordres, qui a plagué bandits dans le plateau central, dans Mibalais, etc. qui n'a tout bagaille dans la corruption, est-ce qu'elle change? Il ne va pas faire. Et le ministre intérieur, tout, question collectivité, magistrat, délégué, vice-délégué, il dépend de lui-même. Qui donc, question sécurité, il n'est pas capable de régler ça sous place publique. Ou débloquer l'argent pour la police, pas le gouvernement, l'État. Il n'est pas capable de mettre des documents. Mais est-ce que vous êtes là, même, vous dit mes quantités de corps, vous recevoir chaque mois pour renseignement et puis vous mettez dans la poche? Donc, pour moi-même, ça a fait, autorité, il y a des autorités dans le gouvernement, ils prennent des documents confidentiels qui parlent sous place publique, qui concernent la police, ils ont des journalistes qui a payé, un paquet de journalistes qui ont engagé pour mener une campagne contre le directeur général de la police, et particulièrement monde qui fait des gens dans le gouvernement, avec 3 messieurs qui impliqués dans le scandale BNC qui ont une relation avec Vivre Ensemble, et puis pour être capable de mettre des pions. Et ils ont commencé, c'est à partir des rapports des CPJ, le DCPJ envoyé par la justice dans la date 10 avril 2025 et Magali Habitant et Profane Victor avec tout ancien directeur CAS. Et dans le rapport, ça est clairement que un conseiller présidentiel, Gérald Gilles, il a une bonne relation avec Vivre Ensemble et il y a un monde qui a été voyé à rencontrer Vivre Ensemble dans la date 8 novembre 2024 à partir des téléphones et Mounza a parlé de Dixon Lores et Gérald Gilles a parlé avec eux. Et c'est ça qui fait que 3 messieurs, 3 braqueurs, ils ont entendu avec le ministre de Justice, avec l'autre gouvernement, et puis de l'autre monde, le monde qui a mis des pantalons serrés, pas entrer dans la question d'orientation sexuelle, et puis il y a mené une campagne contre le directeur général de la police. C'est inacceptable, c'est révoltant. Échec que nous avons dans la question de sécurité, je ne dis pas son échec collectif. C'est échec CPT, c'est échec gouvernement, c'est échec pour l'état-major de la police. Et même jusqu'à qui fait tout ça, je ne vais pas prendre au sérieux, je ne vais pas commenter ça. Ça dit, les cas au sérieux, il y a des fois, l'agence a écrit des bagailles selon intérêt, et des fois, c'est des bagailles qui ont une motivation sentimentale, je ne vais pas opiner sur ça, mais moins qu'on est, il y a 3 conseillers pour Pipiti dans CPTA qui ont monde par eux, qui ont voulu mettre comme directeur général de la police pour être capable et plus confortable avec Vivre Ensemble et plan qui est pour faire un coup d'État pour Dimitri Rapp au pouvoir. Quel est le DH gagné sur le bilan 12 mois conseil présidentiel? Catastrophique. 12 mois de calamité, 12 mois de corruption, 12 mois d'impunité, 12 mois de gangsterisation et pays. Et 12 mois piller les ressources de l'État. RNDDH, Jodia, qui c'est 25 avril 2025, nous avons un document que nous allons faire sortir sous bilan CPTA, son bilan catastrophique. Mais c'est le bagage qui gagne, il y a là jusqu'au 7 février 2026. Ouais pas ouais, il a obligé de pouvoir avec ou sans élection. Et comme pas de élection dans le pays, il a obligé de pouvoir parce que CPT ça a été accord 3 avril 2024 là. Les chita sous réduction contre, sous lutte contre impunité, sous sécurité, sous lutte contre corruption, état des droits, renforcement institutionnel, nous mettons en défi si nous avons chantier qui CPT ça gagne pour le moyen de faire bien qui donc résultat catastrophique et il n'y a pas de l'autre bagaille
ouais pas ouais, si la population a quitté jusqu'au 7 février 2026, mais ouais pas ouais, ils doivent aller à l'école le 7 février 2026 parce que ça n'a plus là, nous pas capable.